FBI est à Madagascar pour enquêter sur l'affaire des Boeing 777 impliquant plusieurs dizaines de personnes, dont l'ancien ministre des Transports. Selon l'analyste politique Serge Zafmaov, ce dernier risque d'endosser seul la responsabilité s'il ne révèle pas toute la vérité. Les collaborateurs du maire de Talatafulnunj appellent à la révélation de la vérité sur sa mort et invitent la population au calme dans l'attente des résultats de l'autopsie et de l'enquête. De l'actualité internationale, la traque du groupe État islamique en Somalie est semée d'embûches et de dangers. L'armée somalienne a permis à des journalistes d'embarquer avec eux sur le terrain. Leurs images révèlent que le groupe terroriste est toujours actif. Le FBI est à Madagascar pour mener une enquête sur l'affaire des Boeing 777. Selon les premières informations, plusieurs dizaines de personnes seraient impliquées. L'ancien ministre des Transports ainsi que plusieurs employés de l'ACM ont été convoqués. Les personnes interpellées dans le cadre de cette affaire sont actuellement détenues à l'École nationale supérieure de la police d'Ivatu. Parmi elles figurent des responsables de la société Udan et ceux suspectés d'avoir fourni le code du transpondeur. Le FBI ira au bout de cette affaire si c'est bien le FBI sous juridiction américaine, a affirmé Serge Zafmaov, analyste politique. Selon lui, les noms des commanditaires finiront par apparaître. Il met toutefois en garde l'ancien ministre des Transports qui risque d'endosser seul la responsabilité s'il persiste à cacher la vérité. S'il veut porter seul cette affaire, qu'il le fasse. Mais croit-il que cela aura la même issue que leurs anciennes magouilles? N'oublions pas qu'il a été secrétaire général de la présidence, révoqué à l'époque pour des irrégularités dans la gestion de fonds publics, même si le système, lui, a été maintenu. Ici, il ne s'agit pas d'une affaire ordinaire mais d'un dossier à portée internationale. Je conseille à cet ancien ministre de dire la vérité, car il assumera tout s'il prétend que les hauts dirigeants n'étaient pas au courant. Nous parlons de juridiction américaine, et non d'anus où certaines choses peuvent être dissimulées. Par ailleurs, cet analyste politique a rappelé que toute dépense de fonds publics dépassant 200 millions d'alliages doit être soumise au Premier ministre et au Président de la République. Or, le dossier Boeing a largement franchi ce seuil. Anjadzuel et Christiansen ne peuvent pas s'en laver les mains, même s'ils prétendent ne pas s'être informés. Selon lui, l'affaire ne doit pas se limiter à l'arrestation des petits exécutants, mais doit remonter à ceux qui donnent les ordres. Pour l'heure, le Bianco et d'autres instances de contrôle gardent le silence. Zafmaov s'interroge également sur les pouvoirs exercés par le Premier ministre, ministre par intérim des Transports, qui a procédé au limogeage des membres du cabinet de l'ancien ministre. Ce qui m'a étonné, c'est le non-respect de la loi. En tant qu'intérimaire, le Premier ministre a révoqué tout le staff du cabinet. Je ne savais pas qu'un intérim pouvait aller jusque-là. Selon moi, seul le titulaire du poste a ce pouvoir. Il avait déjà agi de la même manière lorsqu'il était intérim au ministère des Mines, et nous avons vu le scandale du lingot d'or transformé en plomb. Par ailleurs, le fait que Christiansen semble se vanter du limogeage des collaborateurs de Valérie Ramundzavelu était malvenu. Le Premier ministre a voulu afficher une image d'autorité, mais il est de notoriété publique que les membres d'un cabinet partent automatiquement lorsque le ministre est limogé ou démissionne. En clair, il n'avait rien d'exceptionnel. Les membres du cabinet renvoyés constituaient l'équipe de confiance de Valérie Ramundzavelu. Son successeur au ministère formera naturellement la sienne, comme le veut la pratique. Cette communication du Premier ministre a donc été jugée inutile, comparable à un policier qui se félicite d'avoir arrêté un voleur ou un enseignant qui s'enorgueillit d'avoir transmis son savoir. Autrement dit, une opération banale qui ne méritait pas d'être mise en scène.
La vérité sur la mort du maire de Talatun Fulnunj doit être révélée. C'est le message lancé ce lundi par ses collaborateurs, réunissant les conseils communaux, le conseil spécial du maire, les adjoints ainsi que des chefs religieux. À travers une déclaration commune, ils appellent par ailleurs au calme dans l'attente des résultats de l'autopsie et de l'enquête en cours. Nous savons que les tensions politiques ont été vives à Talatun Fulnunj. Ce maire s'était distingué par ses appels à la paix dans la commune. Pour assurer la continuité des affaires communales, le premier adjoint assure désormais l'intérim, épaulé par le deuxième adjoint. Rappelons que Tuknyanama Pionala Kotjazak, maire de Talatun Fulnunj, est décédé samedi dernier après avoir présenté un malaise accompagné de vomissements. Il a été inhumé hier dans le caveau familial de Mamoriajiv. La transparence dans l'utilisation des fonds publics reste largement mise en cause. Le cas du fonds routier en est l'illustration. Alimenté par les contributions des usagers, notamment à travers le coût du carburant, ce fonds est destiné à la réhabilitation et à l'entretien des routes nationales. Pourtant, la plupart des grands axes reliant Antananarivo région, à l'image de la RN2, sont dans un état de dégradation avancée. Mais pourquoi l'argent du fonds routier n'est-il pas utilisé pour les réparer? S'interrogent plusieurs responsables politiques. Pourquoi n'ont-ils pas procédé à l'entretien de la RN2? Il y a un véritable détournement des fonds par les dirigeants. Le fonds d'entretien routier, devenu au fonds routier, est utilisé à d'autres fins. Les usagers contribuent via le coût du carburant pour entretenir les routes, et non pour construire de nouvelles infrastructures. Mais cet argent est détourné, de façon autorisée ou nationalisée. On a transformé un fonds destiné à l'entretien en un outil de financement pour de nouveaux projets routiers, ce qui crée d'énormes problèmes dans le pays. Cette situation soulève une autre question. La RN2 est-elle destinée à servir ou simplement à décorer? Son état témoigne de l'indifférence des autorités. Davantage pressé de mettre en avant l'autoroute Talanajif-Thomasen, dont seulement 8 km ont été réalisés en 3 ans. La même opacité plane sur le financement d'autres chantiers emblématiques, comme celui du téléphérique. Tous ces projets sont financés par l'argent du peuple, mais le peuple n'est jamais informé, déplore ce président de parti. Aujourd'hui, le doute persiste. Où est la transparence dans la réalisation de ces grands projets qui, loin d'améliorer le quotidien, paraissent déconnectés des priorités de la population? Pour de nombreux observateurs, il faudrait d'abord s'attaquer aux urgences, c'est-à-dire les routes, l'éducation, la santé, les infrastructures de base, avant de s'engager dans des projets secondaires. Le régime actuel se trompe s'il pense pouvoir faire taire le parti Oudjkaf avec la sentence d'1 an de prison avec sursis infligée à son président, a déclaré ce dernier aujourd'hui. Le pays est déjà tombé si bas, on ne peut plus se taire, a-t-il affirmé. Selon lui, les propos tenus lors de son procès montrent que toute opposition au projet du gouvernement est assimilée à une hostilité envers le régime. Existe-t-il une loi qui le stipule clairement? S'est-il interrogé, dénonçant une pratique fondée sur la peur et sur le refus d'écouter des avis divergents. Aiza moa zany no ataontsika hoe misy bazina texte ve juridique amilazan'izay hoe rehefa manohatra ny base toliara dia manohatra fanjakana. Quelle est la base juridique qui dit que s'opposer à la base Touliar, c'est s'opposer au régime? Que refuser un projet présidentiel comme l'autoroute revient à être contre les dirigeants? Ou cela est-il écrit dans le code pénal malgache? Les malgaches n'ont-ils pas le droit de dire non face à un projet qui n'apportera aucun bénéfice au pays? Nous nous levons toujours contre ce qui n'est pas avantageux pour la nation et pas seulement contre la base Touliar, car pour nous, s'exprimer et être protégé dans ce droit est fondamental. Le président du parti estime également que les accusations portées contre lui sont infondées, illogiques et déshonorantes pour le régime en place. Si Elia Rapevaïn et le parti Oudjkaf voulaient faire un coup d'État, est-ce vraiment avec les étudiants de Manindai qu'ils auraient pu le financer? Ces étudiants auraient-ils eu la capacité de renverser le pouvoir? Ce n'est pas logique. Elia Rapevaïn et Oudjkaf auraient-ils plus d'argent qu'Andrazville
et ses dirigeants pour payer les salaires de la Jirama à travers l'île. Les charges retenues contre nous sont absurdes. Si vous voulez trouver des accusations, trouvez au moins des idées cohérentes. Mais nos dirigeants eux-mêmes manquent d'intelligence, puisque ce sont eux qui dictent aux autorités judiciaires les charges à retenir. Ce n'est donc pas étonnant que le pays s'enfonce. Pour le leader d'Oujkaf, il s'agit d'un signe de faiblesse que de considérer comme des ennemis ceux qui expriment des opinions différentes. Cela ne va pas avancer le pays. Madagascar n'appartient pas uniquement aux dirigeants, a-t-il conclu. La réunion des synodistes s'est achevée vers 1h du matin avec l'élection du nouveau président de l'église FJKM et de son bureau central. À l'issue du scrutin, le pasteur Zakal Djemapian a été élu président, secondé par 2 vice-présidents, le pasteur Maoul Rakot Naval et le laïc Timot Lazarassou. Le poste de trésorier revient à Dizen Lal, tandis que le bureau compte également 2 conseillers, le laïc Nijina Ranjemas Nour et le pasteur Jona Randimson Ranjemas Nzar. Tous ont été élus avec une large majorité de voix. À peine le nom du nouveau président annoncé, les déclarations et félicitations se sont multipliées. Le vice-président du comité électoral a assuré que le vote s'était déroulé de manière transparente, dans un esprit de justice et selon la volonté de Dieu. La réunion qui marquait également la clôture du Grand Synode s'est terminée par un moment de prière destiné à soutenir et encourager les nouveaux responsables dans leur mission pour les 4 prochaines années. Avec cette élection, le 20e Grand Synode tenu à Tolagnar s'est officiellement refermé.